Mon père a martelé ma nouvelle porte avec mon frère, il emménage ici, tu nous en dois une. J'ai bloqué l'entrée et j'ai répondu, en fait, je suis au courant pour les documents d'hypothèque falsifiés. Le visage de mon père a perdu toutes ses couleurs lorsque j'ai ramassé le téléphone. Je me tenais dans le hall d'entrée de la maison pour laquelle j'avais tant lutté. Il a besoin d'une chambre, a exigé Antoine, mon père, en pointant du doigt mon frère François qui était sans emploi. Il pensait me posséder. J'ai simplement souri, j'ai verrouillé le verrou de sûreté et j'ai initié une manœuvre juridique et financière qui leur coûterait tout. C'est ici que l'histoire commence véritablement, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va arriver. Assurez-vous d'être abonné pour voir cela jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où nous regardez-vous tous dans le monde aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Le silence était la chose la plus chère que je possédais. Ce n'étaient pas les plans de travail en marbre italien dans la cuisine, ni les fenêtres du sol au plafond qui offraient une vue panoramique sur l'horizon de Paris, ni même les planchers en bois franc importés qui semblaient frais et solides sous mes pieds nus. C'était le silence. C'était un samedi matin, il était à peine 7 heures. Pour la première fois de mes 32 années de vie, je ne me réveillais pas au son de cris, ou au bruit sourd de pas lourds, ou au fracas passif-agressif de la vaisselle destinée à me culpabiliser pour me faire sortir du lit. Je me réveillais dans mon appartement, mon sanctuaire. Je me suis assise dans mon lit, les draps en satin de coton à haute densité de fil bruissant doucement. Mes muscles étaient encore douloureux, un élancement profond et résonnant qui habitait mes os. Ce n'était pas seulement à cause du déménagement physique de la veille, ayant porté des cartons parce que j'étais trop paranoïaque pour laisser les déménageurs manipuler la porcelaine de ma grand-mère. C'était l'épuisement d'une décennie. 10 ans à travailler 60 heures par semaine en tant que concepteur d'expérience utilisateur principal, à accepter des contrats en indépendant les week-ends, à manger des pâtes au beurre et à porter des chaussures jusqu'à ce que les semelles s'ouvrent comme des bouches affamées. Je m'étais privé de joie pendant 10 ans pour acheter ce silence. J'ai sorti mes jambes du lit et j'ai marché vers la cuisine. Le soleil dépassait à peine les gratte-ciels de la Défense, peignant mon salon de teintes dorées et de rose tendre. J'ai allumé la machine à café, son léger gargouillis étant le seul son au monde. J'ai fermé les yeux, inhalant l'arôme de la torréfaction foncée, sentant un profond sentiment de sécurité m'envahir. J'étais enfin intouchable. Puis le martèlement a commencé. Ce n'était pas un coup poli. C'était un frappement lourd et autoritaire qui faisait trembler la lourde porte en chêne dans son cadre. Boum. 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 Mon cœur a sombré. Ce coup à la porte. Je connaissais ce coup. C'était le rythme de mon enfance. Le son des exigences. Le son de « ouvre, tu as des ennuis ». Je me suis figé, la tasse de café suspendue à mi-chemin de mes lèvres. Cela ne peut pas être eux, ai-je pensé. Ils ne connaissent pas le numéro de l'appartement. Je ne leur ai jamais donné l'adresse. Evelyne, la voix était étouffée par l'insonorisation, mais indubitable. Elle était rude, rocailleuse et empreinte d'une impatience qui me donnait la chair de poule. Ouvre cette fichue porte. C'était Antoine, mon père. J'ai posé la tasse sur le comptoir. Ma main tremblait. La paix que j'avais passé 10 ans à acheter avait duré exactement 12 heures. J'ai serré la ceinture de ma robe de chambre en soie, un autre luxe que je m'étais promis, et j'ai marché vers le hall d'entrée. J'ai vérifié la caméra numérique du Judas montée sur le mur. L'écran s'est allumé, révélant une vue déformée du couloir. Ils étaient là. Antoine se tenait au centre, portant son veston de bureau, un blazer en tweed usé qu'il ne portait que lorsqu'il essayait d'intimider quelqu'un ou de demander de l'argent. Il avait le visage rouge, probablement à force d'avoir crié après le concierge en bas pour qu'il le laisse monter. Et affalé contre le mur derrière lui, regardant son téléphone avec un désintérêt absolu, se trouvait François, mon frère aîné. Il avait 35 ans et portait un sweatshirt à capuche qui semblait ne pas avoir été lavé depuis un mois. Il avait 3 grandes valises et 2 sacs poubelles remplis de vêtements empilés à ses pieds. J'ai fixé l'écran, le souffle coupé. Ce n'était pas une visite. C'était une invasion. J'ai déverrouillé le verrou de sûreté, le clic métallique résonnant comme un coup de feu dans l'appartement calme. Je n'ai pas ouvert la porte immédiatement. J'ai pris une inspiration, me préparant, revêtant le masque d'Evelyne, le personnage froid et professionnel que j'utilisais dans les réunions pour faire taire les collègues arrogants. J'ai tiré la porte. Antoine n'a pas dit bonjour.
Il n'a pas dit « Félicitations pour ton nouveau logement ». Il ne m'a même pas regardé dans les yeux. Il a simplement fait un geste vague vers François. Il était temps, a grogné Antoine, me bousculant pour entrer dans le hall sans invitation. Il a regardé autour de lui, ses yeux se rétrécissant alors qu'il évaluait la valeur des luminaires, du sol, de l'espace. C'est plus petit que ce que tu laissais entendre, mais cela fera l'affaire. François n'a pas bougé. Il a simplement levé les yeux de son téléphone, m'a fait un signe de la main sans enthousiasme et a poussé l'une des valises vers le seuil. « Salut, Evie » a-t-il marmonné. « As-tu le Wi-Fi ? Mon forfait de données est épuisé. »« Qu'est-ce que c'est que cela ?» ai-je demandé, ma voix stable, bien que mon cœur martèle mes côtes comme un oiseau prisonnier. « Papa, François, que faites-vous ici ?» Antoine s'est tourné vers moi, son visage se tordant en cette expression familière d'autorité méprisante. À quoi cela ressemble-t-il ? Le bail de François est terminé. Il n'a nulle part où aller. Tu as 2 chambres. Il reste ici. Il a dit cela avec une certitude absolue, comme s'il commentait la météo, comme si ma maison était une propriété publique, comme si mes 10 ans de sacrifice n'étaient rien de plus qu'un compte d'épargne pour les échecs de François. J'ai regardé François, qui traînait maintenant un sac poubelle sur mon parquet impeccable, laissant une traînée de saleté derrière lui. J'ai regardé Antoine, qui se dirigeait déjà vers la cuisine, ouvrant mes placards. La trahison m'a frappé plus fort que l'épuisement. Ce n'était pas seulement qu'ils étaient ici. C'était l'hypothèse selon laquelle j'existais uniquement pour les rattraper lorsqu'ils tombaient. « Il n'est pas en visite, Evelyne » a crié Antoine depuis ma cuisine, attrapant une pomme dans mon panier de fruits et prenant une bouchée bruyante. « Il emménage. Tu le laisses vivre ici. » La trahison était pire que le diagnostic d'une maladie en phase terminale. C'était la prise de conscience que pour eux, je n'étais rien d'autre qu'un organisme hôte. Je suis resté figé dans le couloir, l'air frais provenant du corridor créant un courant d'air qui me refroidissait les chevilles. François avait réussi à manœuvrer 2 des valises à l'intérieur et luttait maintenant avec un bac en plastique qui semblait ne tenir que par du ruban adhésif et de l'espoir. « Fais attention au sol » ai-je dit, les mots s'échappant automatiquement. François m'a ignoré. Il a laissé tomber le bac avec un bruit sourd, rayant la finition de l'entrée. Il n'a même pas regardé vers le bas. « Alors, quelle chambre est la mienne ? » Papa a dit que la 2e a une vue sur le parc. J'ai besoin de lumière naturelle si je veux me concentrer sur ma carrière de streaming. J'ai cligné des yeux, l'absurdité de cette déclaration m'envahissant. Carrière de streaming ? François, tu n'as pas occupé un seul emploi depuis l'incident de la station-service il y a 3 ans. Je construis une marque, Evie, a-t-il raillé, me regardant enfin avec ses yeux tombants et prétentieux. Tu ne pourrais pas comprendre. Tu n'es qu'un automate d'entreprise. Antoine est revenu dans le hall d'entrée, mâchant bruyamment la pomme. Il a regardé les bagages, puis moi. Ne reste pas planté là, Evelyne. Aide ton frère avec les sacs. Il a un mauvais dos. Je ne vais pas l'aider, ai-je dit, entrant enfin pleinement dans la pièce et fermant la porte d'entrée, mais sans la verrouiller. J'avais besoin d'une issue de secours, ou peut-être d'une issue d'éjection. Et il ne reste pas ici. J'ai emménagé hier. Je n'ai même pas encore déballé mes propres vêtements. Le visage d'Antoine s'est assombri. La transition du patriarche décontracté à l'exécuteur a été instantanée. Il a fait 2 pas vers moi, envahissant mon espace personnel. J'ai senti l'odeur du tabac froid et de l'après-rasage bon marché. « Maintenant, écoute-moi bien » a-t-il dit, sa voix descendant en un grognement bas. « Ta mère et moi en avons discuté. Marie est morte d'inquiétude pour François. Il traverse une période difficile. Son propriétaire était un tyran. Il a besoin de stabilité. Tu as cela » il a agité sa main avec dédain vers mon appartement. Cette boîte de verre chic. Tu as beaucoup d'argent. Vous êtes de la même famille. La famille est de la famille. La famille est de la famille, ai-je répété, sentant un rire amer bouillonner dans ma gorge. Où était la famille quand je mangeais des soupes en briques pendant 3 ans pour rembourser mes prêts étudiants? Où était la famille quand j'étais à l'hôpital avec une pneumonie et que j'ai dû conduire moi-même pour rentrer à la maison? C'est différent, a rétorqué Antoine. Tu es forte. Tu peux gérer les choses. François est sensible. Il a 35 ans, papa.
Il se cherche, a hurlé Antoine, le volume soudain me faisant tressaillir malgré moi. Et tu vas le soutenir. Je ne te demande pas, Evelyne. Je te le dis. Il reste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Et combien de temps cela durera-t-il, ai-je demandé, regardant François, qui s'était déjà aventuré dans le salon et testait le rebond de mon canapé beige avec son jean sale. Aussi longtemps qu'il le faudra, a dit Antoine. C'est ton frère. Tu lui dois bien cela. Je lui dois bien cela. Les mots résonnaient dans ma tête, rebondissant sur les murs de l'appartement que j'avais payé avec ma jeunesse. J'ai regardé François sortir un paquet de biscuits apéritifs de la poche de son sweatshirt et les émietter sur le tapis. Il s'en moquait. Il croyait sincèrement qu'il avait le droit d'être ici. Il croyait que mon succès était une ressource communautaire, un réservoir dans lequel il pouvait puiser chaque fois que son propre puits était à sec. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. C'était un message de Marie. Est-il déjà installé? Assure-toi qu'il mange quelque chose de chaud. Il devient grincheux s'il saute le petit déjeuner. Je t'aime, ma chérie. La manipulation était une attaque en tenaille. Marie jouait la mère douce et inquiète, et Antoine jouait le général à la main de fer. Ils avaient coordonné cela. Ils l'avaient probablement planifié au moment où je leur avais dit que j'allais conclure l'achat de l'appartement. Ils avaient attendu que je signe les papiers, que j'obtienne les clés, que je fasse le plus dur, puis ils étaient descendus comme des vautours. J'ai regardé Antoine, qui était maintenant appuyé contre le mur, les bras croisés, un regard suffisant de victoire sur le visage. Il pensait avoir gagné. Il pensait qu'en criant et en invoquant la famille, je m'effondrerais tout comme je l'avais fait quand j'avais 16 ans. Mais il avait oublié une chose cruciale. Il avait oublié que j'étais une conceptrice d'expérience utilisateur. Toute ma carrière était bâtie sur l'anticipation du comportement des utilisateurs, l'identification des points de friction et la création de systèmes pour les gérer. Je traitais avec la logique, les contrats et les données concrètes. Et plus important encore, Antoine avait oublié que c'était moi qui avais géré ses impôts l'année dernière. Il avait oublié ce que j'avais vu dans ses documents, et il avait certainement oublié la petite clause dans la procuration qu'il m'avait signée lorsqu'il avait été opéré de la hanche. Un document qu'il n'avait jamais formellement révoqué parce qu'il était trop paresseux pour remplir les formalités administratives. Tu as raison, papa, ai-je dit doucement, ma voix descendant à un registre qui était trompeusement calme. Les épaules d'Antoine se sont relâchées. Il a eu un sourire narquois. Bien. Je suis content que tu retrouves enfin la raison. Maintenant, va préparer le petit déjeuner. Nous avons faim. J'ai marché vers la cuisine, ma main effleurant le granit frais de l'îlot. Je n'allais pas préparer le petit déjeuner. J'allais passer un appel téléphonique, mais d'abord, j'avais besoin qu'il se sente à l'aise. J'avais besoin qu'il s'engage dans l'intrusion. François, ai-je appelé. Veux-tu du café? Ouais, n'importe quoi, a crié François en retour, allumant ma télévision de 65 pouces. As-tu le forfait sport? Je veux regarder le match. Je vais vérifier, ai-je dit. J'ai ramassé la lourde cafetière en porcelaine, sentant son poids. Il pensait m'avoir piégé dans ma propre maison. Il pensait que c'était la fin de la discussion, mais il n'avait aucune idée que je me préparais pour cette guerre depuis très, très longtemps. Pour comprendre pourquoi ma main ne tremblait pas alors que je versais le café, il faut comprendre la décennie qui a précédé ce matin. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, Antoine et Marie m'ont donné une carte. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent, juste une note manuscrite de Marie qui disait « Déploie tes ailes ». Cette même semaine, ils ont acheté à François une camionnette toute neuve parce qu'il avait dit vouloir démarrer une entreprise d'aménagement paysager. L'entreprise d'aménagement paysager a duré 3 semaines. Il a vendu la camionnette 6 mois plus tard et a gardé l'argent. Pendant les 10 années suivantes, ce schéma s'est répété avec une régularité écœurante. J'obtenais une promotion, François obtenait un sauvetage financier. J'achetais une Renault d'occasion, François démolissait la berline d'Antoine et recevait une tape dans le dos. Je travaillais pendant Noël, François arrivait au dîner sous l'emprise de la drogue et recevait la plus grosse portion de rôti parce qu'il avait besoin de force. Je suis devenu l'enfant facile, celle qui ne nécessitait aucun entretien, le cactus dans un jardin d'orchidées. Parce que je ne demandais pas d'eau, il supposait que je n'en avais pas besoin.
Et parce que François se flétrissait à la moindre brise, il versait tout ce qu'ils avaient sur lui. Je me souvenais d'un Noël spécifique. J'avais 26 ans. Je venais de décrocher mon premier client majeur en tant que travailleuse indépendante. J'étais si fier. J'avais apporté des cadeaux coûteux, une montre pour Antoine, une journée au spa pour Marie. Antoine a ouvert la montre, a grogné, c'est bien, et l'a mise de côté. Puis il s'est tourné vers l'assemblée et a annoncé, excellente nouvelle, tout le monde. François envisage de s'inscrire à une école culinaire. La salle a éclaté en applaudissements. Mes cadeaux ont été enterrés sous le papier d'emballage du potentiel de François. Il ne s'est jamais inscrit à l'école culinaire. Maintenant, debout dans ma cuisine, je les observais à travers l'aménagement à air ouverte. Le principal antagoniste de ma vie n'était pas la malchance ou l'économie. C'était Antoine. Antoine était un homme qui se définissait par son contrôle sur les autres. Il était un superviseur d'équipe à la retraite pour une entreprise de logistique, et il dirigeait sa famille comme un quai de chargement. Il exigeait une loyauté absolue mais n'offrait aucune protection. C'était un homme aux valeurs traditionnelles, ce qui signifiait simplement qu'il croyait que les femmes étaient des soignantes et les hommes des rois, indépendamment de leurs compétences. Il se tenait maintenant dans mon salon, passant un doigt sur le dessus de ma bibliothèque pour vérifier la poussière. Il était petit, trapu, avec des cheveux argentés coupés courts. Ses yeux étaient petits et durs, comme des billes de silex. Il ne regardait pas mon appartement avec fierté. Il le regardait avec envie. Il détestait que j'aie réussi sans lui. Il détestait que j'aie quelque chose dont il ne pouvait pas s'attribuer le mérite. Et puis il y avait François, l'antagoniste secondaire, mais d'une certaine manière le plus dangereux parce qu'il était un gouffre sans fond. François était actuellement allongé sur mon canapé, ses pieds sur la table basse. Il était mou là où Antoine était dur, flasque et pâle après des années passées dans des pièces sombres à jouer à des jeux vidéo. Il avait une façon de vous regarder qui vous faisait vous sentir fatigué, une incompétence utilisée comme une arme. Il n'était pas malveillant de la manière dont Antoine l'était. Il était un parasite. Il croyait sincèrement que le monde lui devait la subsistance. Cette télé est bien, a crié François. Mais le taux de rafraîchissement semble un peu bas. Tu aurais dû prendre l'OLED. Je garderai cela à l'esprit, ai-je marmonné. Antoine est entré dans la cuisine, s'appuyant contre le comptoir, bloquant mon chemin vers le réfrigérateur. Alors, parlons logistique, a-t-il dit, sa voix descendant vers ce ton confidentiel qu'il utilisait lorsqu'il était sur le point de demander de l'argent. François va avoir besoin d'une allocation. Je me suis figé. Une quoi? Une allocation, a dit Antoine comme s'il expliquait la gravité à un enfant en bas âge. Il ne peut pas chercher de travail s'il s'inquiète pour l'achat de dentifrice ou le prix du ticket de bus. Tu gagnes combien? 6 chiffres. Tu as les moyens de lui donner 925 € par mois jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. 925 € par mois, ai-je répété. En plus du loyer et de la nourriture gratuite. Ne sois pas radine, Evelyne. Cela ne te ressemble pas. Antoine a tendu la main et m'a tapoté la joue. C'était un geste humiliant et possessif. Tu as bien réussi, mais n'oublie pas d'où tu viens. Tu n'es ici que parce que nous t'avons soutenu. Le mensonge était si audacieux qu'il m'a presque coupé le souffle. Il n'avait pas payé un centime pour mon université. Il n'avait pas co-signé mes prêts. J'avais mangé du gruau au dîner pendant 3 ans. Et si je dis non, ai-je demandé. Le visage d'Antoine s'est durci instantanément. Le masque du père bienveillant a glissé. Alors tu es une petite peste ingrate qui déteste sa famille. Et je m'assurerai que tout le monde le sache. Marie est déjà contrariée que tu n'aies pas proposé plus tôt. Ne lui brise pas le cœur, Evelyne. Si tu jettes ton frère à la rue, son sang sera sur tes mains. Il s'est penché plus près. De plus, tu es une femme célibataire vivant seule en ville. Tu as besoin d'un homme à la maison pour ta protection. J'ai regardé François, qui essayait actuellement de repêcher un biscuit apéritif entre les coussins de mon canapé. Protection, n'est-ce pas, ai-je dit. Protection. J'ai ramassé le plateau de tasses à café. Pourquoi ne pas nous asseoir? J'ai quelque chose à vous montrer. C'est mieux ainsi, a souri Antoine, pensant qu'il m'avait brisé. Tu vois, ce n'est pas si difficile d'être une bonne sœur.
Je suis entré dans le salon et j'ai posé le plateau sur la table basse, juste à côté des pieds sales de François. J'ai regardé les deux hommes, le tyran et le parasite, installés confortablement dans mon espace, consommant mes ressources, prévoyant de me vider de mon sang pendant la prochaine décennie. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'eux. J'ai croisé les jambes. J'ai pris une gorgée de mon café. En fait, ai-je dit, ma voix nette et professionnelle. Avant que nous ne discutions de la location, il y a une petite question administrative que nous devons régler. Quelle question, a demandé François, la bouche pleine de chips. La question de l'acte de propriété, ai-je dit. Et la question de l'enquête pour fraude hypothécaire concernant la maison dans laquelle toi et maman vivez actuellement, Antoine. Antoine s'est immobilisé, la couleur quittant son visage Rubicon. Que as-tu dit, a-t-il chuchoté. J'ai dit, ai-je souri, que nous devons parler. Le silence qui a suivi ma déclaration était différent du silence paisible dans lequel je m'étais réveillé. C'était un vide lourd et suffocant, le genre de vide qui aspire l'oxygène d'une pièce juste avant une explosion. Le visage d'Antoine est passé par une série complexe de micro-expressions. D'abord, le choc de la bouche bée d'être défiée. Ensuite, le clignement rapide des yeux dû au calcul. Enfin, le masque figé d'un déni agressif. Ne sois pas ridicule, a craché Antoine, bien que sa voix manque de son éclat habituel. Il a déplacé le poids de son corps, se détournant légèrement de moi, une posture défensive que je reconnaissais après des milliers de réunions professionnelles. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je mène ma barque honnêtement. Vraiment, ai-je demandé, gardant un ton de conversation. Parce que lorsque j'ai rempli tes déclarations d'impôt il y a 3 ans, j'ai remarqué des divergences intéressantes, des revenus locatifs provenant d'une propriété que tu ne possèdes pas. Et puis il y a eu cette demande de refinancement que tu m'as demandé d'examiner l'année dernière, celle que tu as soudainement décidé de ne pas soumettre dès que j'ai commencé à poser des questions sur la section de vérification des revenus. François nous regardait alternativement, un biscuit à moitié mâché visible dans sa bouche ouverte. De quoi parle-t-elle, papa? Quel revenu locatif? Tais-toi, François, a lancé Antoine. Il a de nouveau dirigé son regard noir vers moi. Tu bluffes. Tu essaies de détourner l'attention du fait que tu abandonnes ta famille. Il s'agit de François. Cela ne concerne pas mes finances. Tout est lié, Antoine, ai-je dit. Je me suis levé. Je vais dans mon bureau pour imprimer quelque chose. Pendant que je suis absente, je vous suggère de réfléchir très attentivement à ce que vous voulez que le fisc ou la banque sache de votre comptabilité créative. Et François, retire tes pieds de ma table. Cette table basse coûte plus cher que tes 3 dernières voitures réunies. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai tourné les talons et j'ai marché dans le couloir jusqu'à la 2e chambre, celle qu'Antoine avait revendiquée pour François. Je l'avais transformée en un bureau à domicile à la pointe de la technologie. Je suis entré et j'ai verrouillé la porte. Mon cœur battait si fort que je pouvais sentir le pouls dans le bout de mes doigts. Je n'étais pas aussi calme que j'en avais l'air. Mes mains tremblaient alors que je m'asseyais à mon bureau, les 2 moniteurs 4K s'allumant. Je n'étais plus seulement une fille. J'étais une enquêtrice judiciaire de mon propre traumatisme. J'ai ouvert mon disque nuage chiffré. J'avais un dossier simplement intitulé Passifs familiaux. C'était une habitude sinistre que j'avais prise après la première fois qu'Antoine avait essayé de me culpabiliser pour que je co-signe un prêt pour François. Je gardais des copies de tout. Chaque déclaration d'impôt pour laquelle je les avais aidés, chaque courriel qu'Antoine m'avait transféré parce qu'il ne comprenait pas comment fonctionnait un document numérique, chaque message vocal. J'ai ouvert le document qui me trottait dans la tête depuis des mois. C'était une copie d'une demande de crédit hypothécaire rechargeable qu'Antoine avait remplie il y a 18 mois. Il me l'avait envoyé pour corriger la mise en forme, mais j'en avais lu le contenu. À l'époque, je pensais qu'il était simplement optimiste quant à ses revenus. Maintenant, en regardant les chiffres avec un regard neuf et dans le contexte de la soudaine situation de précarité de François, le schéma émergeait. Ils m'avaient inscrite comme locataire dans leur maison. Il avait falsifié un contrat de bail affirmant que je payais 1 400 € par mois de loyer pour une chambre que je n'avais pas habitée depuis une décennie. Il a utilisé ce revenu fictif pour se qualifier pour un prêt de 55 500 € garanti par leur maison. J'ai ouvert les registres publics du registre foncier sur mon 2e moniteur. Le prêt avait été approuvé et versé. La question était,
où étaient passés les 55 500 €. Leur maison n'avait pas été rénovée. Marie conduisait toujours sa voiture vieille de 12 ans. Antoine se plaignait du prix du lait. J'ai commencé à taper, mes doigts volants sur le clavier mécanique. Je ne regardais pas seulement des chiffres. Je cartographiais un parcours utilisateur. L'utilisateur était Antoine. L'objectif était de subvenir aux besoins de François. Le point de friction était le manque de liquidité. Je me suis connecté à un service de vérification d'antécédents que j'utilisais pour évaluer des prestataires indépendants. Ce n'était pas bon marché, mais c'était approfondi. J'ai lancé une recherche sur François. Les résultats se sont affichés en quelques minutes. Des amendes pour excès de vitesse, un jugement de cour des petites créances d'un ancien propriétaire, puis une entrée plus sombre datant d'il y a 14 mois, un paiement de règlement à un groupe de gestion immobilière pour des dommages causés à une unité de location. Le montant était astronomique. J'ai fait le lien. La date du règlement correspondait au versement du prêt d'Antoine à quelques jours près. Antoine n'avait pas seulement commis une fraude hypothécaire pour réparer son toit. Il avait commis une fraude pour payer François qui avait détruit un appartement, et il avait utilisé mon nom pour le faire. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé David, un avocat d'affaires avec qui j'avais travaillé sur une précédente acquisition d'entreprise. Evelyne, a répondu David à la deuxième sonnerie. C'est samedi. Tu as intérêt à m'appeler pour me dire que tu es à un brunch. J'ai besoin que tu examines un document, ai-je dit, ma voix étant ferme comme de l'acier. Et j'ai besoin de connaître le délai de prescription pour une fraude bancaire impliquant un contrat de bail falsifié. Il y a eu une pause sur la ligne. Evelyne, qu'ont-ils fait? Ils ont essayé de voler mon avenir, David, ai-je chuchoté à nouveau. Mais cette fois-ci, j'ai les preuves. Je suis sorti du bureau 20 minutes plus tard avec une seule feuille de papier à la main. L'atmosphère dans le salon avait changé. François était passé du canapé au fauteuil inclinable, et il avait ouvert un soda, mon soda italien importé que je réservais pour les occasions spéciales. Antoine faisait les 100 pas près de la fenêtre, marmonnant dans son téléphone portable. Quand il m'a vu, il a raccroché brusquement. Enfin, a ricané Antoine. Tu as fini de jouer à la secrétaire? Écoute, Evelyne, j'ai réfléchi. Nous pouvons faire un compromis. François peut prendre la plus petite chambre. Tu ne sauras même pas qu'il est là. Je donnerai même quelques centaines d'euros pour les courses. Il essayait de pivoter. Il essayait de reprendre l'avantage en paraissant raisonnable. C'était une tactique de négociation classique. Offrir une concession qui ne coûte rien pour détourner l'attention de l'exigence qui coûte tout à l'autre personne. Il n'y a pas de compromis, Antoine, ai-je dit. Je ne l'ai pas appelé papa. Je ne le pouvais pas. Et François n'emménage pas dans la plus petite chambre. Il n'emménage pas du tout. Nous en avons discuté, a crié Antoine, son visage rougissant de nouveau. Je suis ton père. Je décide qui. Tu as décidé de commettre un crime grave, ai-je interrompu, ma voix coupant ses vantardises comme un scalpel. Je me suis approché de la table basse et j'ai posé le papier face vers le haut. C'était une impression du contrat de bail qu'il avait falsifié. Ma signature, bouclée et tremblante, ne ressemblait en rien à mon écriture réelle. Est-ce que cela te semble familier, ai-je demandé. Antoine a regardé vers le bas. Il s'est figé. Ses yeux se sont légèrement exorbités et il a fait un pas en arrière rapide et involontaire. Je ne sais pas ce que c'est, a-t-il bafouillé. C'est le contrat de bail que tu as soumis à la Banque nationale il y a 18 mois, ai-je dit, m'approchant de lui. Il prétend que je vis dans ton sous-sol. Il prétend que je te paie un loyer. Il prétend que je suis une source de revenus pour toi. François s'est penché en avant, plissant les yeux vers le papier. Attends, tu leur payais un loyer? Alors pourquoi ne pouvais-je pas avoir une nouvelle voiture? Je ne leur payais rien, François, ai-je dit, sans quitter Antoine des yeux. Il l'a falsifié. Il a utilisé mon nom et ma solvabilité pour tromper une banque et lui faire donner 55 500 €. Le visage d'Antoine est passé du rouge à un gris pâle et maladif. C'était juste de la paperasse, Evelyne. Tout le monde triche un peu sur les chiffres. J'avais besoin du prêt pour réparer les fondations. La maison s'affaissait. C'était pour la sécurité de ta mère. Les fondations, ai-je ri,
Un son froid et tranchant. C'est ainsi que nous appelons François maintenant. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapoté l'écran, projetant une image sur la télévision de 65 pouces. C'était le dossier du règlement que j'avais trouvé. Paiement, 54 100 €. Destinataire, gestion immobilière de l'Horizon. Objet, dommages et règlements pour le locataire François Miller. Tu n'as pas réparé la maison, Antoine, ai-je dit, pointant l'écran du doigt. Tu as payé le complexe d'appartements que François a saccagé l'année dernière pour qu'il ne le poursuive pas en justice. Tu as contracté un prêt de 55 500 €, mettant ta propre maison et celle de maman en péril de saisie, juste pour nettoyer une autre de ses bêtises. François est devenu silencieux. Il a abaissé sa canette de soda pour la première fois. Il semblait véritablement mal à l'aise. Non pas coupable, juste mal à l'aise que ses secrets soient étalés en haute résolution. Tu m'as dit que cet argent provenait d'un héritage de l'oncle Gérard, a marmonné François, en regardant son père. Peu importe d'où il vient, a hurlé Antoine, agitant ses bras frénétiquement. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger cette famille. Quelque chose que tu ne comprendrais pas, Evelyne, avec ton cœur de pierre et tes meubles de luxe. J'ai sauvé ton frère d'un procès. Tu l'as encouragé, ai-je crié en retour, mon calme se fissurant enfin. Tu as volé mon identité pour le tirer d'affaire. Te rends-tu compte que si tu fais défaut sur ce prêt, ce que tu feras parce que tu n'as aucun revenu pour le rembourser, la banque prend ta maison. Te rends-tu compte que tu as commis une fraude en mon nom? Je ne ferai jamais défaut, a grogné Antoine. J'ai la situation sous contrôle. Vraiment, ai-je répliqué. Parce que je viens de vérifier les registres fonciers pour cela aussi, Antoine. Tu as 3 mois de retard sur l'hypothèque. Tu es en procédure de pré-saisie. Le silence qui a suivi était absolu. Antoine avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Il s'est affalé contre le mur, toute combativité le quittant. Tu as vérifié l'hypothèque, a-t-il chuchoté. Je vérifie tout, ai-je dit. Je suis une conceptrice d'expérience utilisateur. Je cherche les systèmes défaillants. Et cette famille est le système le plus défaillant que j'ai jamais vu. Antoine m'a regardé, ses yeux implorant pour la première fois, non pas d'amour, mais de désespoir. Éline, s'ils prennent la maison, où ira ta mère? Je ne sais pas, ai-je dit. Mais elle ne vient pas ici avec François. Tu dois nous aider, a dit Antoine, sa voix tremblante. Tu as de l'argent. Tu peux rembourser les arriérés. Tu peux réparer cela. Si tu ne le fais pas, Marie le découvrira. Elle ne sait pas, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Elle pense que l'argent provient d'une prime, a admis Antoine, regardant le sol. Elle pense que l'hypothèque est payée automatiquement. Si elle découvre que j'ai hypothéqué la maison et que je l'ai perdue, cela va la tuer. Il a levé les yeux vers moi, les yeux humides. S'il te plaît, Evie, pour ta mère, laisse simplement François rester ici. Laisse-moi économiser l'argent que je dépenserai pour son loyer pour rattraper l'hypothèque. C'est le seul moyen. C'était le chantage affectif ultime. Il utilisait sa propre incompétence et sa tromperie comme otage. Il tenait la sécurité de ma mère sous la menace d'une arme et me disait que c'était moi qui appuyais sur la détente. Non. Le mot flottait dans l'air, simple et dévastateur. L'expression pitoyable d'Antoine a disparu en un instant, remplacée par un ricanement de pure rage. Espèce de petite sorcière égoïste. Tu laisserais ta mère être sans abri? Tu laisserais ton frère mourir de faim. Je ne laisse personne mourir de faim, ai-je dit, croisant les bras. François est un homme de 35 ans. Il peut trouver un emploi. Il peut travailler dans une épicerie. Il peut travailler dans un entrepôt. Il peut faire ce que j'ai fait, travailler. Il souffre d'anxiété, a crié Antoine. Il ne peut pas faire ses métiers. Et j'ai une hypothèque, ai-je crié en retour. Et une carrière et une vie que j'ai bâtie sans rien voler à personne. Antoine a sorti son téléphone. Je l'appelle. J'appelle Marie. Je vais lui dire que tu nous jettes dehors. Je vais lui dire que tu refuses de nous aider. Allez-y, ai-je dit. Mettez-la sur haut-parleur. Antoine a marqué une pause, son pouce survolant l'écran. Il ne s'attendait pas à cela. Il s'attendait à ce que je cède pour protéger Marie de la vérité,
Mais il n'avait pas réalisé que Jean avait fini de la protéger de la réalité. Il a composé le numéro. La sonnerie résonnait dans la pièce tendue. Antoine, la voix de Marie est arrivée, ténue et douce. Est-ce que vous êtes bien installé? Est-ce qu'Evelyne vous a préparé le petit déjeuner? Marie, a dit Antoine, sa voix se brisant de manière théâtrale. Marie, elle nous jette dehors. Evelyne refuse d'aider François. Elle l'envoie dans un refuge. Je l'ai regardé la manipuler en temps réel. C'était écœurant. Quoi? Marie semblait confuse, sa voix tremblante. Evelyne, chérie, est-ce vrai? Tu ne ferais pas cela à ton frère. Nous sommes une famille. Maman, ai-je dit, m'approchant du téléphone. Papa ne te raconte pas toute l'histoire. Demande-lui pour les 55 500 €. Maman, demande-lui pour la deuxième hypothèque qu'il a contractée sur votre maison sans te le dire. Ne l'écoute pas, a crié Antoine dans le téléphone. Elle ment. Elle essaie de t'embrouiller. Deuxième hypothèque? La voix de Marie était faible. Antoine, de quoi parle-t-elle? Tu as dit que la maison était payée depuis des années. Je. L'assurance d'Antoine a commencé à s'effriter. Il ne pouvait plus jongler avec les mensonges. Il a falsifié ma signature, maman, ai-je dit clairement. Il a commis un crime grave. Et maintenant la banque menace de prendre votre maison parce qu'il a donné tout l'argent à François pour payer l'appartement que François a détruit. C'est un mensonge, a hurlé François depuis le fauteuil, se levant. C'était un accident. L'incendie était un accident. Tu as mis le feu à l'appartement, a hurlé Marie. François, tu m'as dit que tu avais juste rompu un bail. Le chaos s'intensifiait. Je regardais l'écosystème de mensonges soigneusement construit dans lequel ma famille vivait s'effondrer. Antoine a raccroché le téléphone. Il m'a regardé avec une haine pure. Es-tu contente maintenant? Tu as bouleversé ta mère. Tu lui as brisé le cœur. Tu as brisé sa confiance, ai-je corrigé. J'ai juste allumé la lumière. Antoine a fait un pas vers moi. Ses mains étaient serrées en poing. Pendant une seconde, j'ai vu la violence dans ses yeux, la menace physique qu'il avait toujours laissé entendre mais qu'il n'avait jamais pleinement exercée sur moi. Tu vas réparer cela, a-t-il sifflé, entrant dans mon espace personnel. Tu vas faire un virement pour les arriérés, et tu vas donner une clé à François. Ou sinon, je te le jure devant Dieu, Evelyne, je m'assurerai que tu n'aies jamais un moment de paix. Je me présenterai à ton travail. Je dirai à ton patron quel garce sans cœur tu es. Je manifesterai sur le trottoir devant cet immeuble. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas reculé. Si tu fais un pas de plus, Antoine, ai-je dit, ma voix descendant à un calme terrifiant, je ne me contenterai pas de refuser mon aide. J'appellerai la police immédiatement et je signalerai la falsification. Je te ferai arrêter pour vol d'identité et fraude bancaire. Tu iras en prison. Et François, j'ai regardé mon frère, qui reculait contre le mur, je te poursuivrai pour dommages émotionnels, et je m'assurerai que chaque propriétaire de la région soit au courant de l'incendie. Tu ne loueras plus jamais rien. Tu n'oserais pas, a défié Antoine, bien qu'il ait cessé de bouger. Tu n'enverrais pas ton propre père en prison. J'ai regardé l'homme qui m'avait qualifié d'égoïste pendant 10 ans tout en me volant aveuglément. J'ai regardé l'homme qui privilégiait la paresse de son fils par rapport à ma survie. Antoine, ai-je dit, j'ai la police en numérotation abrégée, et j'ai David, mon avocat, qui prépare le dossier en ce moment même. Essaie de voir. J'ai brandi mon téléphone. David m'avait répondu par message. Le dossier est prêt. Veux-tu que je dépose la plainte à la police ou que j'attende ton signal? J'ai montré l'écran à Antoine. Tu as 5 minutes pour prendre ton fils, prendre tes sacs et sortir de mon appartement, ai-je dit. Si vous n'êtes pas parti dans 5 minutes, j'appuie sur envoyer. Antoine a regardé le téléphone. Il a regardé la paperasse sur la table. Il a regardé la détermination dans mes yeux. Il a réalisé, enfin, que la banque d'Evelyne était fermée. Prends les sacs, François, a marmonné Antoine, sa voix étant vaincue et vieillie. Mais papa. Prends les sacs, a hurlé Antoine, le son résonnant sur mes hauts plafonds. Je les ai regardés s'agiter, le bruit des valises que l'on traîne, la fermeture éclair frénétique des manteaux.
Ils bougeaient avec l'énergie désespérée de raffuyant un navire en perdition. Mais alors qu'ils atteignaient la porte, Antoine s'est retourné une dernière fois. Il n'avait pas l'air désolé. Il avait l'air vengeur. « Tu penses avoir gagné ?» a-t-il craché. « Mais tu as perdu ta famille aujourd'hui. J'espère que cet appartement te tiendra chaud la nuit parce que nous en avons fini avec toi. »« C'est le but, ai-je dit. » Ils sont sortis. J'ai claqué la lourde porte en chaîne et verrouillé le verrou de sûreté. Clic. J'ai appuyé mon front contre le bois frais de la porte, écoutant leur bruit de pas s'estomper dans le couloir. J'ai attendu que les larmes viennent, que la culpabilité m'envahisse. Mais cela n'est pas arrivé. Au lieu de cela, mon téléphone a vibré. C'était Marie. J'ai fixé l'écran. C'était le dernier obstacle. La confrontation avec celle qui facilitait tout. Le point culminant n'était pas le départ d'Antoine. C'était ce que je devais faire ensuite pour m'assurer qu'il ne revienne jamais. J'ai décroché le téléphone. « Bonjour, maman » ai-je dit. Evelyne, elle sanglotait. Il rentre à la maison. Il dit que tu l'as menacé. Il dit que tu nous ruines. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu vas nous aider. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment. Le moment où je coupais le cordon. Maman, ai-je dit, je ne vais plus aider Antoine à cacher ses mensonges. Et je ne vais pas payer pour les erreurs de François. Mais je vais t'aider, toi. Que veux-tu dire, a-t-elle reniflé. Je veux dire, ai-je dit, retournant vers la fenêtre pour regarder la ville que j'avais conquise, que je viens chez vous, et j'emmène un avocat spécialisé dans les saisies immobilières. Nous allons avoir une réunion de famille, une vraie. Le trajet jusqu'à la maison de mon enfance prenait habituellement 45 minutes. Aujourd'hui, cela semblait être une vie entière compressée dans un seul tronçon d'autoroute. Je n'y étais pas allé seul. J'avais appelé David, qui avait accepté de m'y rejoindre. S'il y a une fraude impliquée, Evelyne, m'avait-il dit, et que tu les confrontes, tu as besoin d'un témoin qui n'est pas lié par le sang, et tu as besoin de quelqu'un qui parle couramment le langage des conséquences juridiques. Lorsque je me suis garé dans l'allée en béton fissuré de la maison où j'avais grandi, mon estomac s'est serré. Mais ce n'était plus de la peur. C'était la résolution froide et dure d'un chirurgien se préparant à amputer un membre malade. J'ai remarqué immédiatement que l'allée n'était pas vide. La voiture rouillée d'Antoine était là, garée n'importe comment, mais à côté se trouvait le véhicule impeccable de tante Lucienne et la camionnette de l'oncle Gérard. Mes mains se sont serrées sur le volant. Antoine n'était pas seulement rentré chez lui pour lécher ses plaies. Il avait appelé la cavalerie. Il avait convoqué une réunion de famille, une embuscade conçue pour me faire honte et me soumettre en utilisant la pression collective du clan. Je suis sorti de ma voiture juste au moment où le véhicule élégant de David s'arrêtait au bord du trottoir. Il est sorti, ajustant sa cravate. Il semblait déplacé dans cette banlieue ouvrière, un requin dans un bocal de poisson rouge. « Prête » a-t-il demandé. « Non » ai-je dit, saisissant l'épais dossier sur mon siège passager. Mais finissons-en. J'ai déverrouillé la porte d'entrée avec ma clé, une clé qu'Antoine avait oublié de me réclamer. Le salon était bondé. Antoine était assis dans son fauteuil inclinable comme un roi déchu tenant sa cour. François était au sol, la tête dans les mains, jouant parfaitement le rôle de la victime tragique. Marie était assise sur le canapé, serrant un mouchoir, l'air pâle et terrifié. Et à leur côté se trouvait tante Lucienne, la sœur aînée d'Antoine, la matriarche des reproches, et l'oncle Gérard. La conversation s'est arrêtée net dès que je suis entré. « Elle est là » a annoncé Antoine, pointant un doigt tremblant vers moi. La fille qui aimerait voir sa propre famille à la rue. Tante Lucienne s'est levée, sa blouse à fleurs bruissant. Elle avait le genre de visage qui était figé en une grimace de jugement permanent. « Evelyne » a-t-elle grondé, sa voix dégoulinant d'une piété déçue. « Ton père nous a appelés. Il nous a tout dit. Comment tu as refusé de laisser ton frère rester dans ta chambre d'amis vide? Comment tu les as menacés? J'ai changé tes couches, jeune fille. J'attendais mieux de toi. Tu n'en sais même pas la moitié, Lucienne. » L'oncle Gérard est intervenu, croisant ses bras épais. Abandonner la famille quand on possède autant. C'est péché. Je les ai regardés. Le tribunal d'Antoine.
Il n'avait aucune idée qu'il défendait un criminel. Je ne suis pas venu ici pour me disputer avec vous, tante Lucienne, ai-je dit, ma voix étant stable. Et j'ai amené mon avocat. J'ai désigné David, qui s'est avancé et a fait un signe de tête poli. Bonjour. Un avocat? Antoine a ri, un son désespéré et fêlé. Tu as amené un avocat dans la maison de ta mère. Voyez comme elle est froide. J'ai amené un avocat parce qu'un crime a été commis, ai-je dit, marchant vers le centre de la pièce. Je ne me suis pas assise. Je me tenais droite. Et puisque tu as invité un public, Antoine, il devrait aussi voir les preuves. Nous ne voulons pas voir tes mensonges, a lancé Lucienne. Assieds-toi, Lucienne, ai-je dit. C'était la première fois que je lui donnais un ordre. L'autorité pure dans ma voix l'a fait cligner des yeux et elle s'est rassise sur la coudoir du canapé. Je me suis tourné vers Marie. Elle semblait petite, écrasée par le poids des cris. Maman, ai-je dit doucement. Antoine t'a dit que je ne voulais pas aider. C'est un mensonge. Je suis ici pour t'aider. Mais pour cela, tu dois voir ce qu'Antoine et François ont réellement fait. Ne regarde pas cela, Marie, a hurlé Antoine, se jetant en avant pour attraper le dossier que j'ouvrais. David s'est interposé entre nous. Il n'a pas touché Antoine. Il a simplement occupé l'espace avec une autorité professionnelle telle qu'Antoine a reculé. Monsieur Miller, a dit David calmement. Je ne ferai pas cela. Interférer avec la révélation de preuves concernant une fraude bancaire pourrait être interprété comme une entrave à la justice. Antoine s'est figé. Le mot fraude flottait dans l'air comme de la fumée. J'ai tendu le premier document à Marie. C'est l'acte de propriété de la maison, maman. Ou plutôt, le privilège qui pèse sur elle. Marie a pris le papier avec des mains tremblantes. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Antoine t'a dit que la maison avait été finie de payer il y a quelques années, ai-je dit. C'était vrai, mais il y a 18 mois, il a contracté un crédit hypothécaire de 55 500 €. Il a de nouveau endetté la maison. Antoine. Marie a levé les yeux grands ouverts et humides. Tu as dit que cet argent était le versement de ta pension. Je devais le faire, a bafouillé Antoine, regardant autour de lui vers Lucienne et Gérard pour obtenir du soutien. Les dépenses étaient élevées. L'inflation. Il ne s'en est pas servi pour l'inflation, maman, ai-je dit, lui tendant le deuxième document. Il s'en est servi pour payer un règlement. Regarde la date. Marie a lu l'accord de règlement. Gestion immobilière de l'horizon. Incendie et dégâts des eaux. François Miller. La pièce est devenue silencieusement mortelle. Même tante Lucienne a eu un hoquet de surprise. François, a chuchoté Marie. Tu m'as dit que le propriétaire était injuste. Tu m'as dit que tu étais parti à cause d'un problème d'insalubrité. François, le garçon de 35 ans, s'est recroquevillé sur lui-même. C'était un accident, maman. Je me suis endormi avec une cigarette. Ce n'était pas grave. C'était un accident à 54 100 €, ai-je corrigé. Et Antoine l'a payé en hypothéquant votre avenir. Mais ce n'est pas le pire, ai-je continué, tournant la dernière page. Antoine ne pouvait pas se qualifier pour ce prêt uniquement avec sa pension. Il avait besoin de plus de revenus, alors il a créé un locataire fictif. J'ai laissé tomber le bail falsifié sur la table basse. Il a falsifié ma signature, ai-je dit, regardant directement l'oncle Gérard et tante Lucienne. Il a commis un vol d'identité contre sa propre fille. Il a dit à la banque que je vivais dans le sous-sol et que je payais 1 400 € par mois. Et parce qu'il n'a pas remboursé le prêt, la banque est à 3 semaines de lancer une procédure de saisie. Saisie, a chuchoté tante Lucienne, portant sa main à sa bouche. Antoine, est-ce vrai? Antoine se tenait là, acculé. Les vantardises avaient disparu. Le personnage du patriarche s'était évaporé, laissant derrière lui un vieil homme effrayé et pathétique qui avait tout parié sur un fils qui ne le rembourserait jamais. J'allais réparer cela, a chuchoté Antoine. Si Evelyne avait juste donné l'argent à François, si elle l'avait simplement laissé vivre là, j'aurais pu utiliser les économies pour rattraper le retard. C'est sa faute. Elle a l'argent pour régler cela. Non, Antoine, a dit Marie. Sa voix était calme, mais elle a transpercé la pièce.
Elle s'est levée. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma mère non pas comme un satellite orbitant autour d'Antoine, mais comme une femme à part entière. Elle a regardé les papiers. Elle a regardé François, qui refusait de croiser son regard. Elle a regardé Antoine. Tu as risqué notre maison, a dit Marie, sa voix tremblante d'une rage qui avait été enfouie pendant 40 ans. Ma maison, la maison où j'ai élevé mes enfants. Tu l'as risqué pour le couvrir encore une fois. Marie, je t'en prie, a supplié Antoine. Et puis tu as essayé de détruire ta fille pour réparer tes bêtises, a continué Marie, les larmes coulant sur son visage. Tu as amené tout le monde ici pour l'humilier, pour l'intimider afin qu'elle paie pour tes crimes. Elle s'est tournée vers moi. Evelyne, est-ce vrai? Est-ce que la banque prend la maison? Nous pouvons l'arrêter, ai-je dit. David et moi avons examiné les chiffres, mais le seul moyen de sauver ce qu'il reste est de vendre la maison. Immédiatement, avant que la banque ne la mette aux enchères. Vendre la maison, a hurlé Antoine. Je ne vends pas ma maison. Je ne vais pas me laisser dicter quoi faire par. Tais-toi, Antoine, a hurlé Marie. Le son a été si choquant que François a tressailli. Tu n'as pas le choix, a craché Marie. Parce que si tu n'acceptes pas de vendre, je vais porter ces papiers à la police moi-même. Je témoignerai contre toi. Je leur dirai que tu as falsifié cette signature. Antoine l'a regardé, stupéfait. Celle qui facilitait tout avait enfin craqué. Le silence était rompu. Nous vendons la maison, a dit Marie, essuyant ses yeux. Et François, tu dois faire tes bagages. Où vais-je aller, a demandé François, la panique montant dans sa voix. Marie l'a regardé avec un déchirement qui était douloureux à voir. Je ne sais pas, François. Tu as 35 ans. Débrouille-toi. Les retombées ont été rapides et brutales. Avec l'aide de David, nous avons mis la maison en vente le lundi suivant. Parce que le marché était porteur, nous avons reçu une offre d'achat comptant en moins de 48 heures. Ce n'était pas une fortune, mais après avoir remboursé le crédit hypothécaire, les arriérés et les frais de clôture, il restait assez d'argent pour Marie, mais pas pour Antoine. La révélation de la falsification avait brisé la dynamique familiale de manière irrévocable. Tante Lucienne et l'oncle Gérard, confrontés à la preuve indéniable de la stupidité criminelle d'Antoine, s'étaient retirés dans un silence honteux. Ils ne se sont pas excusés auprès de moi. Les gens de ce genre ne le font jamais. Mais ils ont cessé de répondre aux appels d'Antoine. Le divorce n'a pas été amiable. Marie, guidée par une flamme que je ne lui connaissais pas, a refusé de demander une pension alimentaire. Elle voulait simplement sa moitié de l'argent et sa liberté. Je l'ai aidée à trouver un petit appartement d'une chambre dans une résidence pour personnes âgées à environ 20 minutes de mon appartement. C'était lumineux, propre et sûr. Pour la première fois de sa vie, elle avait un compte bancaire auquel elle seule pouvait accéder. L'après-midi où nous l'avons installée, elle s'est assise sur son nouveau balcon en buvant du thé. Elle semblait avoir rajeuni de 10 ans. J'aurais dû faire cela il y a des années, a-t-elle dit doucement. J'ai toujours pensé que je préservais la paix. Je n'avais pas réalisé que je ne faisais que nourrir la guerre. Tu es en sécurité maintenant, maman, ai-je dit, lui serrant la main. Quant à Antoine et François, leur fin a été moins pittoresque. La maison étant vendue et les bénéfices partagés, Antoine a pris sa moitié et a loué un appartement miteux de 2 chambres dans le sud de la ville. Il a emmené François avec lui, bien sûr. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Ils étaient enfermés dans une relation toxique, 2 hommes qui se noient en s'agrippant l'un à l'autre. Mais la dynamique avait changé. Antoine était amer, brisé et dépourvu de l'autorité qu'il exerçait autrefois. Sans maison sur laquelle régner, il n'était plus qu'un vieil homme en colère avec une montagne de dettes croissantes. J'ai appris par un cousin que François avait finalement trouvé un emploi. Pas une carrière, pas un projet ambitieux, mais un emploi. Il remplissait les étagères dans un entrepôt pendant l'équipe de nuit. Ce n'était pas grand-chose, et je savais qu'il détestait chaque seconde de ce travail. Mais pour la première fois de sa vie, il mangeait de la nourriture qu'il avait payée lui-même. La menace juridique de la falsification pendait au-dessus de la tête d'Antoine comme une guillotine. Je n'ai jamais officiellement déposé de plainte à la police. Marie m'a supplié de ne pas le faire, mais j'ai gardé le dossier signé et notarié dans mon coffre-fort. Je me suis assuré qu'Antoine sache qu'il existait.
Je me suis assuré qu'il sache qu'un seul faux pas, un seul appel téléphonique de harcèlement, une seule tentative d'extorquer de l'argent à Marie, et je laisserai tomber la lame. Cette menace nous a acheté notre silence. 6 mois après l'invasion, j'étais assise dans mon appartement. C'était un mardi soir. J'avais terminé un projet majeur pour un client, et l'appartement était rempli de la douce lueur ambiante des lumières de la ville. J'ai marché vers ma cuisine, ma belle cuisine propre, et je me suis versé un verre de vin. Je suis allé au salon et je me suis assise sur le canapé. J'ai regardé l'endroit où François avait posé ses pieds sales. Le tapis avait été nettoyé professionnellement. Toute trace de lui avait disparu. Le silence dans l'appartement n'était plus seulement cher. Il était chargé de sens. C'était le son des limites maintenues. C'était le son d'un cycle brisé. Mon téléphone a vibré sur la table basse. C'était un message d'Antoine. J'ai fixé l'aperçu. Evelyne, c'est ton père. La voiture de François est tombée en panne. Nous avons juste besoin de 460 € pour la réparer afin qu'il puisse aller travailler. S'il te plaît, sois raisonnable. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je n'ai rien ressenti d'autre qu'un détachement profond et serein. J'ai tapoté l'écran, ouvert les paramètres du contact et appuyé sur le bouton sur lequel j'aurais dû appuyer il y a 10 ans. Bloquer cet appelant. J'ai posé le téléphone, pris une gorgée de mon vin et regardé le soleil se coucher sur la ville que j'avais méritée. Le martèlement s'était arrêté, et il ne recommencerait jamais.